Et enfin, investissement. Alors, sur la stratégie financière, sur la stratégie financière, les perspectives de la métropole sont plutôt meilleures que ne le laissait présager notre environnement économique, tant sur le plan national que régional. Je ne vais pas en faire beaucoup sur le contexte économique, parce que je pense que vous le connaissez aussi bien que nous. On s'attend en France à une croissance inférieure de 0,3 points à celle de la zone euro, qui avec 1,6% s'avère stable, mais elle-même inférieure à celle des pays de l'OCDE, puisque c'est 2%. Dans ce contexte, la région Rhône-Alpes tire son épingle du jeu avec un PIB par habitant qui dépasse 7%, qui dépasse de 7% celui de l'ensemble de l'Union européenne, ce qui la situe juste derrière l'Île-de-France. Donc la situation reste contrastée selon les domaines des secteurs d'activité. On note un maintien de l'activité industrielle et une bonne orientation de l'activité des services marchands. En revanche, le bâtiment reste en crise et les perspectives d'embellir du marché de l'emploi semblent se faire attendre. La métropole a bénéficié quant à elle d'une croissance annuelle de près de 1% et de 20% de ses créations d'emplois sur la période 2007-2012 contre 0,3 pour l'indication en Rhône-Alpes et 0,2 en France métropolitaine. À ce contexte défavorable, s'ajoute bien sûr l'effet important et négatif de la baisse des dotations de l'État, qui nous frappe encore cette année. Nous avons une perte de près de 57 millions d'euros de nos recettes liées à la baisse des dotations de l'État proprement dit. Au titre de notre participation au redressement des finances publiques, tout d'abord avec une perte supplémentaire par rapport à 2015 de près de 50 millions, mais également par le biais de la baisse de la dotation de compensation qui nous prive de 4 millions d'euros, et enfin celle des allocations compensatrices de fiscalité visant à compenser les allègements de cotisations consentis par l'État qui nous coûtent encore 3 millions d'euros. À ce contexte défavorable, je vous rappelle en effet que les dotations de l'État représentent tout de même près de 21% de nos recettes de fonctionnement. Il convient d'ajouter les incertitudes relatives à la réforme de la dotation globale de fonctionnement. Vous savez que cette réforme a été votée avec la loi de finances 2016, mais qu'elle ne recevra en principe application qu'au 1er janvier 2017, si elle reçoit application, ce qui n'est pas acquis. En tout cas, si cette réforme était confirmée pour 2017, les impacts seraient très importants et il appartient à la métropole de garantir sa santé financière, c'est-à-dire, comme vous le savez, un délai de désendettement, une capacité de désendettement qui doit être au maximum de 10 années. La maîtrise des dépenses de fonctionnement est nécessaire pour pouvoir maintenir un plan d'investissement aussi ambitieux que celui que nous avons annoncé, qui a été voté en juillet, de 3,520 millions d'euros. C'est pour cette raison que 3 orientations guideront notre stratégie financière tout au long du mandat. Un recours au levier fiscal une seule fois sur le mandat en 2015, c'est fait, et on n'y reviendra pas. La mise en œuvre d'un plan d'économie pour préserver nos marges de manœuvre, et puis enfin une gestion active de notre dette pour que soient limités les frais financiers. La maîtrise des dépenses de fonctionnement que je viens d'évoquer vise à économiser près de 175 millions d'euros sur le mandat, ce qui est considérable. Elle s'est matérialisée dans le cadrage financier, donc des détails par poste budgétaire vous est présenté sur le tableau qui s'affiche, et sont bien entendu préalables à l'élaboration des propositions budgétaires. Ce cadrage strict a été fixé à une évolution limitée des dépenses de fonctionnement, y compris les dépenses sociales, de 1,7% sur le budget principal par rapport à l'exercice 2015. Sans cet effort, et ça c'est important, la poursuite naturelle des tendances haussières observées ces dernières années aurait un impact de plus de 30 millions d'euros. Ainsi, la masse salariale qui croissait de près de 2,5% par an à la communauté urbaine ne devrait pas évoluer du tout, hors bien sûr la mise en œuvre des mesures nationales en cours d'année. De même, les charges générales vont diminuer de près de 2 points, alors
recettes de fonctionnement. On va examiner tout d'abord les hypothèses d'évolution de la fiscalité. Aucune évolution des taux de fiscalité n'est prévue, comme je vous l'ai dit, conformément aux engagements du président. Les deux seuls facteurs de variation des recettes fiscales sont donc, d'une part, l'évolution forfaitaire des bases décidée par l'État, et d'autre part, leur évolution physique en fonction du nombre d'habitants ou de celui des implantations d'entreprises. Je vous rappelle que l'évolution forfaitaire des bases a été fixée par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances 2016 à 1%. Il convient d'y ajouter leur évolution physique détaillée dans le document qui vous est projeté, qui varie, à titre d'exemple, de 1% pour la taxe d'habitation. Ainsi, le produit de la taxe d'habitation augmente mécaniquement de 2% par le seul effet base. Les produits pourraient ainsi atteindre près de 152 millions d'euros pour la taxe d'habitation, près de 250 millions d'euros pour la taxe foncière, près de 126 millions d'euros pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et enfin près de 220 millions d'euros pour la cotisation foncière des entreprises. Regardons tout d'abord les hypothèses d'évolution des dotations. Concernant les dotations, j'ai déjà évoqué les baisses liées à notre participation au redressement des finances publiques, qui a été instituée, je vous le rappelle, par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2009. Vous constatez l'impact de ces mesures projetées à l'issue du mandat sur le graphique qui apparaît. Entre 2014 et 2020, c'est une somme de près de 920 millions d'euros de recettes au titre de la participation au redressement des finances publiques qui apparaît, dont plus de 50 millions d'euros entre 2015 et 2017. Ce chiffre pourrait être encore augmenté de l'impact de la réforme de la dotation globale de fonctionnement dont je vous parlais tout à l'heure, qui a priori devrait être appliquée, si tout se passe comme prévu, au 1er janvier 2017. Ce projet de réforme de la dotation globale de fonctionnement constitue pour nous un facteur d'incertitude supplémentaire pour le devenir de nos dotations. À la baisse de la DGF, liée au redressement des finances publiques, qui était, je vous le rappelle, 920 millions d'euros, s'ajoute la baisse des dotations de compensation et des allocations compensatrices de fiscalité, ainsi que les augmentations de dépenses pour la péréquation entre les collectivités et engendre un manque à gagner cumulé qui sera non plus de 920 milliards comme on l'envisageait, mais de 1 milliard 200 millions d'euros, ce qui est, vous l'imaginez, considérable. Alors, quelle est la répartition des recettes de fonctionnement? Vous avez un très beau camembert qui fait apparaître pour l'ensemble de nos budgets une somme de 2 milliards 632 millions. S'agissant du budget principal, les recettes de fonctionnement atteindraient 2 milliards 510 millions et se décomposeraient de la façon suivante. 1 milliard 746 millions d'euros de fiscalité, soit 69,5% des recettes, contre 66,7% au début 2015, 522 millions de dotations, soit 20,8% des recettes, contre 23,3% au début 2015, 242 millions d'autres recettes de gestion, soit 9,6% des recettes contre 10% au BP 2015. Alors, à titre d'exemple, c'est 31 millions d'euros pour le produit des péages du boulevard Féric Lyon-Nord, du périphérique Lyon-Nord, 21,6 millions d'euros de recettes de voirie liées aux réfections, tranchées, travaux et occupations des domaines publics, ou encore 12 millions de redevances des parcs de stationnement. Ce sont là quelques-unes. Après les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, et avec leur évolution. Celle-ci est de 1,4% par rapport à l'exercice 2015 sur le budget principal et se trouve inférieur au cadrage de 1,7% que je vous ai présenté dans un des tableaux initiaux. Donc 1,4%, ce qui constitue une bonne nouvelle et j'espère que ça se confirmera. Parmi les dépenses de fonctionnement, examinons les plus importantes, les dépenses de personnel. L'évolution de la masse salariale pour 2016, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est cadrée à 0% à périmètre constant.
Cet effort de cadrage inclut environ 4 millions d'euros pour prendre en compte le glissement, vieillesse, technicité, GVT, c'est-à-dire les augmentations de masse salariale mécaniquement corrélées à l'avancement en âge et en grade des agents. Cela représente un effort conséquent de la part de la collectivité qui absorbe ainsi budgétairement ces augmentations. Ce cadrage n'intègre pas toutefois les évolutions de mesures réglementaires actuellement connues mais néanmoins prévues au budget et estimées à près de 700 000 euros, telles que la rénovation des grilles indiciaires des agents de catégorie B ou encore les augmentations de cotisations aux caisses de retraite des agents. Naturellement, ces modifications réglementaires pourraient encore intervenir en cours d'année et modifier les estimations que nous avons faites pour établir notre budget. Après les dépenses de personnel, regardons les dépenses sociales. L'allocation versée aux bénéficiaires du RSA mobiliserait 235 millions d'euros, soit une augmentation de près de 7% par rapport à 2015. Cette estimation repose sur une revalorisation réglementaire du montant de l'allocation de 1,7% au 1er janvier 2016, de 2% au 1er septembre 2016 et de 5% du nombre d'allocataires du RSA. Donc une augmentation en taux d'allocation et également on tient compte des 5% du nombre d'allocataires. À fin 2015, ainsi, le nombre de foyers allocataires était de près de 49 800, pratiquement 50 000. L'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, s'élèverait à 102 millions d'euros contre 98 millions d'euros en 2015, soit une hausse de plus de 4%, dont 56 millions d'euros pour l'APA à domicile avec 15 600 bénéficiaires à fin 2015 et 46,5 millions d'euros pour les personnes en établissement avec 10 115 bénéficiaires fin 2015. Il est à noter que la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui a été adoptée mi-décembre pourrait avoir un impact budgétaire pour nous dès 2016 qui serait estimé entre 4,2 et 8,5 millions d'euros. Quant aux dépenses liées à la compensation du handicap, elles seraient de l'ordre de 56,5 millions d'euros, en augmentation encore de près de 6% par rapport à l'année 2015. Enfin, les frais d'hébergement sont prévus à presque 285 millions d'euros, soit une hausse proche de 1%, dont 140 millions d'euros pour les personnes handicapées, 90 millions d'euros pour la protection de l'enfance et 33 millions d'euros pour les personnes âgées. Regardons à présent les subventions. Les subventions et participations ont fait l'objet également d'un cadrage très strict, qui a parlé tout à l'heure, à moins 6% par rapport à 2015, hors Citral, SDNIS, dont la subvention fait l'objet d'un conventionnement pluriannuel en cours de réajustement. L'objectif du cadrage est donc atteint. Globalement, les subventions et participations atteignent 424 millions d'euros contre 443 millions d'euros en 2015, soit un effort total de plus de 4% sur l'ensemble des partenaires. Elle représente ainsi 18% des dépenses de fonctionnement du budget principal. À titre d'exemple, la participation au Citral atteindra 144 millions d'euros contre 148,5 en 2015. Quant à celle des pompiers, pour résumer, elle est fixée à 113,9 millions d'euros contre 112,8 millions d'euros en 2015, soit une progression de 1%. Parlons à présent des charges générales qui diminuent de 2,1% par rapport à 2015 pour atteindre 300 millions d'euros, plus exactement 299,5 en 2016. Il s'agit pour l'essentiel des grands marchés permettant l'exercice de nos politiques publiques. Jetons un regard sur ce camembert qui, cette fois-ci, va vous présenter la répartition des dépenses de fonctionnement. Vous observerez que les dépenses réelles de fonctionnement représentent 2 384 millions d'euros pour l'ensemble du budget. S'agissant du budget principal que vous voyez ici, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent, seulement à 2 315,2 millions d'euros. Ce graphique permet de mesurer le poids des crédits affectés au secteur social qui, avec 704 millions d'euros,
31% occupent la première place. Viennent ensuite les crédits liés aux subventions et participations, avec 424 millions d'euros, soit 18% des dépenses. Enfin, les dépenses de personnel occupent la troisième place, avec 397 millions d'euros, soit 17% des dépenses de fonctionnement. Après les recettes et les dépenses de fonctionnement, quelques instants sur l'autofinancement. L'autofinancement. Le projet de budget qui vient de vous être présenté permet de dégager, ça vous est confirmé par ce tableau, un autofinancement de près de 195 millions d'euros. Par rapport à 2015, vous pourrez constater que notre autofinancement brut ne baisse que de 20 millions d'euros, c'est déjà pas mal, mais il ne baisse que de 20 millions d'euros, alors que l'ensemble de nos dotations sont en diminution de près de 58 millions d'euros. Cette baisse contenue de l'autofinancement est notamment le résultat des efforts réalisés pour maîtriser nos dépenses de fonctionnement dont je vous parlais tout à l'heure. Après l'autofinancement, la dette. Les ratios de la dette sont satisfaisants. Vous noterez que l'encours serait au 1er janvier 2016 de 2,13 milliards d'euros. Il s'agit là d'un encours prévisionnel puisqu'il a été calculé en novembre 2015 et il inclut une provision d'emprunt de 125 millions d'euros sur 2015. Le taux moyen de notre dette serait au 1er janvier 2016 de 3,36% et là, quant à la durée moyenne de notre dette, elle est de 13 ans et 5 mois. Le montant du remboursement du capital pour 2016 serait de l'ordre de 177 millions d'euros et la charge d'intérêt à près de 80 millions d'euros. Le tableau qui vous est présenté à présent fait apparaître la répartition par type de taux de l'endettement à long terme consolidé. Vous constaterez ainsi que plus de la moitié de notre endettement est à taux fixe. Les emprunts à taux variable et indexés sur le livret A représentent 39% de notre encours. Enfin, les emprunts structurés, je reviens à la discussion qu'on avait tout à l'heure, ne représentent que 9% de notre encours de dette, avec 202 millions d'euros, dont seulement, et c'est important, 140 millions correspondent aux fameux emprunts toxiques. Ainsi, c'est donc près de 91% de l'encours de notre dette qui est sain et non risqué. Nous allons maintenant parler un peu de l'investissement. Comme vous le savez, notre programme pluriannuel d'investissement sur la durée du mandat a été fixé à 3,520 milliards d'euros. Ce programme se ventile en trois grandes parties. D'une part, des projets de proximité dans les communes pour 1,1 milliard d'euros. D'autre part, des projets de grands équipements d'agglomération pour 1,2 milliard d'euros. Et enfin, des opérations d'entretien du patrimoine pour 1 milliard d'euros. Ce sont au total 1175 projets qui sont identifiés dans cette PPI, qui, je vous le rappelle, a été votée en juillet 2017. Examinons rapidement les crédits 2016 de la PPI par budget. S'agissant des seuls crédits de paiement 2016 de la programmation pluriannuelle d'investissement, il s'élèverait tout budget à près de 500 millions d'euros, dont près de 459 millions d'euros pour le budget principal. Les recettes liées à ces investissements seraient de l'ordre de 69 millions d'euros en 2016. À titre d'information, le montant total du crédit de paiement 2016, c'est-à-dire au-delà du seul périmètre de la programmation pluriannuelle d'investissement, serait proche de 704 millions d'euros en dépenses pour l'ensemble des budgets et de 456 millions d'euros en recettes. Je vous propose à présent de vous présenter quelques projets à même d'illustrer la richesse de nos interventions pour cette année. Parlons tout d'abord de l'éducation. Ainsi, près de 144 millions d'investissements sont programmés dans les champs de l'éducation au titre des exercices 2015-2016, dont près de 28 millions d'euros pour le seul crédit de paiement 2016. Ces crédits vont permettre de financer l'entretien des collèges, mais également des restructurations ou réhabilitations, ainsi que des études pour la construction d'un nouveau collège. En matière de développement économique et de compétitivité, la métropole finance par le biais des subventions d'investissement un certain nombre de projets, parmi lesquels ceux qui vous sont présentés ici.
pas de la Cité internationale, le projet Supergrid, des projets de recherche et développement, des pôles de compétitivité et du CLARA, le biodistrict de Gerland. La seule opération du biodistrict de Gerland représente la mise en synergie de 2500 chercheurs, 50 acteurs majeurs des sciences de la vie et des biotechnologies, et surtout près de 5000 emplois, avec notamment l'implantation du nouveau siège de la société Sanofi. Il en est de même en matière d'aménagement et de développement du territoire. La métropole va porter de nombreux projets partenariaux avec les communes et l'État, notamment dans le cadre des actes, comme c'est le cas pour les aménagements d'espaces publics au Triangle, à Saint-Priest, qui vous est présenté ici. Ce sont près de 1100 logements qui vont être construits en centre-ville, dont 23% de logements sociaux, ainsi que 9300 mètres carrés de locaux d'activité, une résidence étudiante et un groupe scolaire. Une dizaine de voiries nouvelles viendront mailler ce quartier, situé en plein cœur de ville, à proximité du tramway. Nos interventions en matière de voirie à présent se poursuivront. On peut citer, à titre d'exemple, les travaux d'aménagement du premier tronçon du Couronne-Zola à Villeurbanne pour 18,8 millions d'euros, dont 5 millions d'euros en 2016. L'espace Cusset, qui accueille le marché alimentaire, a quant à lui déjà été livré fin 2015. En matière de voirie, on peut également citer les travaux de prolongement de l'avenue des Alpes à Marcy-l'Étoile pour près de 7 millions d'euros, dont 2,6 millions d'euros en 2016. Ces travaux préparent l'implantation du siège de Lyon-Mérieux sur près de 25 000 mètres carrés, avec là aussi la création d'emplois à fort potentiel. J'en aurais donc terminé en vous disant que ce premier débat d'orientation budgétaire de la métropole permet de constater que nous résistons bien à la crise économique générale, dans un contexte économique très difficile et avec une réforme de la dotation globale de fonctionnement qui pèse comme une épée de Damoclès, même si j'espère qu'elle ne sera pas en application au 1er janvier 2017, la métropole sait trouver des réponses innovantes et tire ainsi son épingle du jeu. Elle maintient une politique rigoureuse de gestion, avec notamment une bonne maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. Cette base stable nous permet d'ailleurs d'offrir des services de proximité de qualité, notamment en matière sociale, et de maintenir un fort niveau d'investissement, et ainsi des projets ambitieux pour la qualité de vie de nos habitants. Nous avons fait les efforts qui nous paraissaient nécessaires pour que cette situation soit constatée objectivement, même par les plus acerbes.